Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous sommes à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et notre invité aujourd'hui est le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Et avec moi pour cet entretien, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Monsieur le Président, au Mali et au Burkina Faso, les djihadistes contrôlent des pans entiers du territoire. Le G5 Sahel, c'est fini. Barkhane est parti. Donc une question se pose en raison de cet environnement sécuritaire. Est-ce que le Niger est en danger? Est-ce que ça pourrait être le prochain domino à tomber? La situation dans l'espace de nos trois pays, sur le plan sécuritaire, s'est dégradée, c'est incontestable. Est-ce que, pour autant, elle aura pour effet de faire ce que vous dites, que le Niger aussi tombe? Je ne le pense pas. Je le pense d'autant moins que nous avons depuis longtemps eu une situation différente du Mali et elle s'avère aussi, a posteriori, différente du Burkina Faso. En plus de ce qui caractérisait notre situation et qui déterminait un rapport de force bien déterminé entre nous et les terroristes, nous avons désormais une situation plus confortable à cause de la coopération que nous avons nouée avec nos partenaires extérieurs, et la France notamment, la présence de Barkhane sur notre territoire et son engagement aux côtés de notre armée à la frontière du Mali renforce nos positions et crée une situation beaucoup plus favorable. Il faut aussi dire que lorsque vous comparez notre situation aujourd'hui à ce qu'elle était en 2019, en 2020, c'est sans commune mesure. Nous avons renforcé les effectifs de notre armée, nous avons renforcé les capacités de nos soldats, nous avons réalisé des acquisitions en termes d'équipement qui font qu'aujourd'hui, nous avons une armée beaucoup plus solide et donc beaucoup plus apte à faire face à la situation même dégradée d'aujourd'hui au Sahel. Alors depuis le mois de novembre et la mort de 3 civils nigériens lors d'affrontements avec l'armée française à Terra, il y a épisodiquement des manifestations anti-françaises à Niamey. Il y en a encore eu une il y a quelques jours. Alors vous avez souvent dit que ce sentiment anti-français n'était pas très important au Niger. Mais est-ce que vous ne vous voilez pas la face sur une réalité que l'on voit ailleurs dans le Sahel? Moi, je parle du Niger. Je ne sais pas ce qui se passe ailleurs au Sahel. Au Niger, moi qui suis élu de façon démocratique et qui ai pour ambition de faire en sorte que notre parti reste au pouvoir le plus longtemps possible, je fais très attention à mon opinion et je me garderai absolument d'être en décalage avec elle. Si ce que vous dites est vrai, je serai le premier à le sentir et je serai par conséquent le premier à avoir l'attitude que me commandent mes intérêts. Le phénomène dont vous parlez est un phénomène surtout propre aux réseaux sociaux. Du moins au Niger, je ne pense pas que ce soit une préoccupation des citoyens nigériens quand je sais les problèmes auxquels ils sont confrontés et quand je sais que leur plus grande demande vis-à-vis de l'État, c'est de leur assurer la sécurité. Quand je sais tout cela, je me dis que être contre les Français ou contre les Américains n'a pas de sens. Au demeurant, vous l'avez constaté, une manifestation a été organisée le dimanche passé et elle a réuni moins de 500 personnes. Donc, ça veut dire que c'est davantage un phénomène médiatique qu'une opinion vraiment ancrée. Au début de cette année, Monsieur le Président, vous avez annoncé que des discussions étaient amorcées avec certains djihadistes.
Alors concrètement, est-ce que cela donne des résultats sur le terrain? Est-ce la raison pour laquelle il y a une certaine accalmie apparemment dans votre pays? Et est-ce grâce à ce dialogue que la religieuse américaine Sue Ellen Tennyson a été libérée le 29 août dernier sur votre territoire? Oui, nous avons affaire à des jeunes bergers qui sont engagés dans ce phénomène qui est plus du banditisme au fondement alimentaire qu'autre chose. Et leurs agissements ont un grand impact sur la cohabitation entre les communautés. Puisque nous ne pouvons pas nous adresser à eux pour en faire des partenaires politiques avec lesquels nous pourrions avoir une discussion politique d'un niveau élevé, nous avons privilégié les contacts à la base qui associent des représentants des communautés pour expliquer, dans le cadre de la mission de la Haute Autorité à la consolidation de la paix, que le plus important, c'est d'abord que les communautés s'entendent entre elles, qu'il n'y ait pas de tension entre elles. Nous faisons ce travail-là. Mais excusez-moi, Monsieur le Président, pour obtenir la libération d'une religieuse américaine, il faut parler avec des chefs djihadistes. Non, nous n'avons pas parlé avec les chefs, si tant est qu'il y en ait, au sens où vous l'entendez. Nous avons parlé avec des sous-chefs avec qui nous sommes en contact permanent pour leur expliquer qu'ils n'ont aucun intérêt dans ce qu'ils font. Et ce travail-là, nous le maintenons. Il ne donne pas des résultats spectaculaires, mais il crée des conditions d'une accalmie entre nous, entre notre armée et eux, d'une part, mais surtout au sein de communautés. On sait, vous l'avez répété ici à New York, que l'éducation pour vous est fondamentale. Là, vous parlez de faire revenir des jeunes dans le droit chemin, mais avec la démographie galopante que connaît votre pays, on sait que beaucoup de jeunes sont plus tentés peut-être par une traversée de la Méditerranée ou rejoindre le djihad. Que fait-on vraiment pour les retenir au-delà des beaux discours? Au Niger, nous n'avons pas de jeunes qui sont candidats pour traverser la Méditerranée. On le sait depuis longtemps, cela. C'est dû tout simplement à leur faible niveau d'éducation. Il faut donc en urgence agir pour promouvoir l'éducation et faire en sorte qu'elle bénéficie aux populations qui en ont été le plus exclues, que sont les populations pastorales. Ça, c'est un investissement qu'il faut envisager pour des résultats à long terme. Dans l'immédiat, il y a beaucoup de choses à caractère économique à faire pour fixer les populations. Et il y a enfin la sécurité à leur assurer. Et il y a surtout le rapport de force qu'il faut créer contre tous ces acteurs de cette violence qui ne prospèrent que parce que justement, ils peuvent faire certaines choses de façon impunie. Et pour cela, il faut une armée, il faut un État et il faut des institutions. C'est ce que nous faisons au Niger. En juillet dernier, la CEDEAO a levé les sanctions économiques et commerciales contre le Mali. On sait que vous étiez plutôt pour le maintien de ces sanctions. Mais juste après cette décision de clémence, les militaires maliens ont arrêté 49 soldats ivoiriens présents au Mali en les traitant de mercenaires. Est-ce que ces sanctions ont été levées trop tôt? Est-ce qu'il faut les rétablir? Je ne peux pas répondre à cette question. Je déplore le fait que ces soldats de Côte d'Ivoire aient été arrêtés par les autorités du Mali. Je trouve ça totalement absurde. Les propos à l'occasion de nos réunions de la CEDEAO du président Ouattara résonnent encore dans mes oreilles. Il parle du Mali avec beaucoup d'affection. Et il a été pour beaucoup dans la levée des mesures de sanctions prises par la CEDEAO. Alors que vous étiez plutôt contre, vous. Je constate aujourd'hui qu'il est payé par l'ingratitude de ceux qui ont tiré profit de cette décision de lever de l'embargo à laquelle le président Ouattara avait grandement contribué. Il s'estime trahi? Oui, je considère qu'il a été trahi, moi aussi.
Monsieur le Président, depuis le départ de Barkhane du Mali, ce sont les forces maliennes, les FAMA, avec la société russe Wagner, qui mènent le combat contre les terroristes. Alors, est-ce qu'ils font mieux tout d'abord que la France? Et notamment, est-ce qu'ils sont présents, est-ce qu'ils agissent dans le nord-est, qui est frontalier avec votre pays? La situation dans la région de Ménaka s'est totalement dégradée depuis le départ de Barkhane. Depuis la fin du mois de mars, les terroristes ont conquis des territoires encore plus vastes, ont tué plus de personnes et ont créé une tension entre les communautés comme cela ne s'est jamais passé. Les forces armées maliennes serraient à Ménaka, elles y seraient avec leurs supplétifs russes, mais je constate que cela n'a pas empêché que la situation se dégrade davantage. Mais vous utilisez le conditionnel parce que vous n'êtes pas sûr qu'elles y soient. Non, elles sont à Ménaka. On dit qu'elles sont avec les Russes. Ça, j'utilise le conditionnel. Et qu'elles soient là-bas avec les Russes ou qu'elles soient sans les Russes, la situation à Ménaka s'est dégradée. La situation à Gao aussi est en train de se dégrader. Et jamais la tension entre les communautés Peul et Touareg n'a été aussi vive qu'aujourd'hui. Et il y a des risques de massacre entre ces communautés à grande échelle. Je ne pense pas que c'était ça l'objectif de faire partir les Français. Nous aurions pensé que, après tout ce qu'on a dit des Français, on ferait autre chose que ce qui peut donner lieu à une dégradation de la situation telle que nous l'observons aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que le drapeau djihadiste pourrait bientôt flotter sur Ménaka et sur Gao? Sur Ménaka, c'est très probable. En tout cas, je suis convaincu que l'IGS compte attaquer Ménaka. Est-ce que ce sera pour y rester? Ce n'est pas leur mode d'action que de rester dans des localités importantes comme Ménaka. Et ils n'ont jamais eu de vocation à administrer quoi que ce soit. Mais ils sont militairement capables d'attaquer Ménaka. Est-ce qu'ils sont capables d'attaquer Gao aujourd'hui? Non, je ne le pense pas, mais autour de Gao, ils ont réalisé de grandes avancées. Alors, comme le Mali, le Burkina Faso est en grave difficulté face aux djihadistes, et pourtant vous venez de recevoir à Niamey le chef des militaires putschistes, le colonel Damiba. Vous envisagez un accord de défense entre vos deux pays. Est-ce à dire qu'à Bamako, ce sont des mauvais putschistes et à Ouagadougou, de bons putschistes? Non. Vous savez, nous avons traité les militaires maliens comme nous traitons les militaires burkinabés en ce moment. Souvenez-vous, quand c'était le président Bandao, c'était les militaires qui étaient au pouvoir. Et nous avions des relations tout à fait normales avec eux. C'est lorsqu'ils ont fait le deuxième coup d'État et qu'ils ont décidé que les élections ne sont pas une priorité, qu'ils se sont écartés des engagements. Notre vœu aurait été que nous coopérions de la même façon que nous le faisons avec les Burkinabés. Ils sont nos voisins. Il y a une situation de fait que nous avons prise en compte et qui commande justement que nous coopérions pour que nous nous protégions mutuellement, que nous nous renforcions mutuellement et que nous nous renforcions contre nos adversaires qui sont les mêmes. Et si les putschistes de Guinée-Conakry maintiennent leur calendrier d'une transition de 3 ans, est-ce qu'il faut envisager de lourdes sanctions de la CEDEAO, comme le préconise son président en exercice, le président Embalo de Guinée-Bissau? Ils ne sont pas à l'UEMOA, ils ont une façade maritime. Les sanctions les plus fortes qui peuvent être prises sont des sanctions justement de fermeture de frontières qui les concernent qu'en partie et des mesures à caractère monétaire qui ne les concernent pas du tout. C'est parce que les militaires guinéens savent cela qu'ils ont le comportement
que nous observons depuis toujours, et qui consiste à ne pas être un tant soit peu coopératif avec la CEDEAO, comme si ils n'en ont jamais été membres ou qu'ils n'entendent plus en être membres. Mais des sanctions sont possibles et qu'elles seront probablement prises si le dialogue que nous avons engagé contre eux n'évolue pas. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cet entretien. Et merci à vous de nous suivre sur nos deux chaînes, France 24 et Radio France Internationale.